Hello, hello! Alors, on se retrouve dans un tout nouvel épisode de New Vision. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Palm Newdan, j'ai 19 ans et j'habite dans la province de British Columbia, au Canada. Voilà. Je fais des études en psychologie et en African Studies. Et ouais. Donc, New Vision s'explique tout simplement par le New de Newdan et le Vision parce que j'apporte ma pierre à l'édifice. Et du coup, ça fait comme le jeu de mots en anglais, New pour nouvelle, Vision pour vision, voilà. Sauf que le New de nouvelle s'écrit N-Y-O-U au lieu de N-E-W, comme en anglais. Voilà. Toujours dans le contexte du Black History Month, parce que bah c'est ce dans quoi on est aujourd'hui, je voulais parler de deux choses. Je voulais parler de l'importance d'avoir de bons amis et des amis qui nous ressemblent, en tout cas en tant que personne noire, et également le fait de ne pas parler ma langue maternelle et l'impact que ça a sur moi aujourd'hui, la personne que je suis. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer sur l'aspect amitié. Donc hier, j'étais en appel avec une de mes amies qui m'expliquait ce qui s'était passé pendant son anniversaire et j'étais franchement très émue. J'étais très émue de sa petite story time parce qu'elle m'expliquait qu'en gros, elle a passé le meilleur anniversaire de sa vie pour telle raison. Et j'étais en mode oh, c'est vraiment, 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 vraiment bien. Et avoir des amis tout simplement qui te font savoir que bah ils t'aiment comme tu es, ils te prennent enfin, dans toute ton entièreté, ça change vraiment la donne de comment est-ce que tu t'exprimes autour des gens. Juste pour vous expliquer, moi j'ai longtemps eu des amitiés où je trouvais que c'était assez problématique par rapport à ce que moi j'avais à offrir. J'ai eu à avoir des meilleurs amis, aujourd'hui on ne se parle absolument plus, qui m'ont fait penser que la durée de l'amitié était beaucoup plus importante que l'impact que la personne a eu dans ma vie. Aujourd'hui, c'est tout simplement un aspect de l'amitié avec lequel je ne suis pas d'accord, parce que j'ai des personnes que je connais depuis plus longtemps, mais qui n'ont pas eu le même impact que certaines personnes qui sont rentrées dans ma vie une année ou 2 années après. Donc, non. Pour moi, la durée de l'amitié ne définit absolument pas à quel point, enfin, l'intérêt ou tout simplement la considération que tu auras envers cette personne. Mais bon, bref. Donc oui, pour revenir sur la petite story time de mon amie, donc elle m'explique qu'en gros, pour son anniversaire, un de ses amis très proches lui a offert tel cadeau et tu sentais que c'était vraiment, 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 vraiment très important pour elle. Mais c'était pas quelque chose qu'elle a énormément manifesté. Elle l'a mentionné une fois et c'était vraiment des mois avant son anniversaire. Et il s'avère que cet ami-là a tout simplement retenu l'information et il l'a même, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'elle voulait et il l'a même rendu meilleur. Il a offert plus que ce qu'elle voulait. Et ça, pour moi, c'est vraiment révélateur de à quel point est-ce que to be loved is to be seen, honestly. To be loved is to be seen et c'est sincèrement merveilleux, c'est fabuleux. Je pense que ça renvoie aussi au fait que, tout simplement, on a tendance à toujours percevoir l'amour d'un point de vue romantique, alors que l'amitié est tout aussi importante, d'où le fait justement de s'entourer de bonnes personnes. En tant que, par, en tant que personne faisant partie d'une minorité, pardon, bah, je trouve que quand je me retrouve autour de personnes qui me ressemblent, il y a une certaine partie de moi qui est exprimée. Parce qu'on a des réalités communes, on a des difficultés communes, on a des réussites communes et on a des réflexions communes aussi également. Dans la conscience collective, il y a plein de choses qu'on partage parce que tout simplement on appartient entre guillemets au même vécu. Et ça, je trouve ça un peu... c'est très fort en fait. Juste pour la petite anecdote, quand je suis arrivée à UBC, je trouvais que l'association des étudiants noirs renvoyait beaucoup à une secte, enfin secte. Je percevais ça comme étant une secte. Ça ne renvoyait pas comme étant une secte. Mais moi, je percevais ça comme étant une oh, comme étant une secte, pardon. Tout simplement parce que euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être tous rassemblés en tant que noirs en fait? Ça renvoie à quoi? Genre, vraiment, quelle est l'idée derrière? Jusqu'à ce que je décide tout simplement de participer à une, deux, trois des activités organisées. Et je me suis tout simplement rendu compte que ça n'a pas
genre, catégoriser ça comme étant une secte, c'est ne pas rendre justice à ce que c'est réellement et au fait que c'est tout simplement pouvoir créer un environnement, un espace qui puisse être favorable et qui puisse permettre à toute personne appartenant du coup à notre communauté en général de se sentir à l'aise de pouvoir s'exprimer, de se sentir à l'aise de pouvoir passer du temps avec des personnes qui nous ressemblent et voilà quoi. Et donc de là, bah, j'ai commencé à participer à un tout petit peu plus d'événements. Mais étant donné que je ne vis pas sur le campus, c'est compliqué pour moi parce que 50 minutes, honnêtement, je vais pas mentir que si j'avais pas cours la journée, ça me donne pas très envie de juste aller pour ça. Mais il y a des activités que je me permets de faire, juste m'y rendre pour ça en fait. Là, quand j'y pense, je, je fais allusion à une activité qui s'est déroulée il y a 2 semaines. Et il y a 2 semaines, c'était l'activité comment on appelle ça? Oh my days, prendre soin de ses cheveux, voilà, prendre soin de ses cheveux. Et c'était tout simplement une activité confection d'huile. Donc tu mélanges tes huiles, etc. en fonction de ta porosité, etc. Enfin, tu dois un peu connaître, tu dois un peu avoir un background sur tes cheveux, je pense, pour pouvoir faire ce genre d'activité-là. N'empêche que c'était vraiment très intéressant parce que tu t'es retrouvé autour de personnes autour de toi qui soit ont les mêmes problématiques que toi, soit ont les mêmes facilités, ou tout simplement qui ne savent rien et vous apprenez mutuellement l'une de l'autre ou l'un de l'autre, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas que des filles ou que des femmes qui viennent faire ces activités-là, il y a également des hommes. Parce que le cheveu afro en général, bah, il est là sur toute communauté ayant du sang noir qui coule dans les veines, quoi. Donc voilà, tu te retrouves avec des personnes qui ont, entre guillemets, certaines similarités avec toi. Et bah c'est top. Je touche beaucoup mes cheveux, hein. That's so crazy. Anyways, donc ouais. À partir de là, j'ai commencé à comprendre qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec une secte, mais au contraire, c'est vraiment juste tout simplement te permettre de te sentir bien dans un environnement qui te ressemble en fait. Et moi, je pense que ça a eu beaucoup plus d'impact sur moi dans la mesure où je viens d'Afrique. C'est-à-dire que je n'ai pas grandi dans ce contexte occidental-là. J'ai grandi sur le continent, j'ai grandi dans mon pays, j'ai grandi dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et de pouvoir voir ces personnes-là, ça me donne un certain sentiment de sûreté. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai été habituée à voir des personnes qui me ressemblent en fait dans mon entourage. Donc vous vous imaginez bien que si un jour je décide de partir à l'étranger, je prends le risque de sortir de ma zone de confort. Ce qui n'a d'ailleurs jamais été un problème pour moi. N'empêche que sortir de sa zone de confort, parfois il faut pouvoir avoir cet environnement-là qui sera un peu ta safe place. Et ça, pour moi, bah, c'est ce qui a, entre guillemets, permis de caractériser cet espace-là comme étant ma safe place parce que si jamais un jour je me sens tout simplement de trop ou je me sens juste overwhelmed de tout ce qui se passe autour de moi, bah, j'ai un endroit où je me sentirais, entre guillemets, approximativement comme si j'étais à la maison. Et c'est pas dans une portée péjorative que je suis en train de le dire. Je le dis tout simplement parce que bah, je suis entourée de personnes aussi également qui reviennent d'Afrique, qui reviennent aussi de certains pays que j'ai fréquentés du coup. Et donc ça, c'est un peu de tout, un peu de tout, un peu de partout qui revient et qui se retrouve au même endroit. Et du coup qui rend beaucoup plus facile pour moi l'intégration, qui rend beaucoup plus facile pour moi tout simplement le bien-être mental. Et voilà quoi. Après, ça ne m'empêche absolument pas d'avoir des amis d'autres origines que africaines, absolument pas. Et ouais, voilà. Mais n'empêche que c'est très important pour une personne faisant partie d'une minorité de pouvoir avoir ce groupe de personnes-là avec qui tu te retrouves et qui te rappellent ton chez-toi. Je pense que c'est très 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 important. Et bah de là, maintenant qu'on est dans le Black History Month, je pense que pour toute personne qui n'ont pas assez de fréquentation qui les ressemble, qui leur ressemble, hmm, en tout cas, avec qui ils pourraient vraiment se retrouver et se dire que oui, voilà, 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 ça me rappelle mon pays, etc. Bah, ce serait le moment de sauter le pas, en fait. Passer le cap. Parce que, voilà, je trouve que c'est assez important. Ensuite, en deuxième position, qu'est-ce que je voulais évoquer? Ah oui, du coup, je voulais évoquer le fait de ne pas pouvoir parler ma langue maternelle. Eh bien, le fait de ne pas pouvoir parler ma langue maternelle, bah, j'ai deux langues du coup. Bon, je dirais même trois en soit. Ok, du côté de mon papa, c'est le djan. Et du côté de ma maman, c'est le
Guys, là, on va aller faire une petite recherche. Ah, j'ai carrément oublié. C'est une dinguerie. Euh, Langue parlée au Niger. Je sais qu'il y a Hausa, mais c'est pas sa langue principale. Donc, Germain. Oh my days. Germain ou Zermain, c'est comme vous l'appelez. Mais heureusement que ça m'est revenu avant même de, de lancer la recherche. Bon, bref, du coup, du côté de mon papa, c'est le Djan, et du côté de ma maman, c'est Zermain et Hausa. Et mon papa, c'est le Burkina, ma maman, c'est le Niger. Voilà. Sauf que, me voilà enfant né de cette union qui parle français, anglais, espagnol, mais aucune langue africaine. Et vous savez c'est quoi le pire? Le pire, c'est que ils sont tous fluents, hein. Mon papa est fluent dans sa langue, ma maman est fluente dans sa langue, jusqu'à même elle a appris une autre langue du pays. Et moi, je suis là, je parle la langue colonisateur et d'autres langues des pays colonisateurs également, quoi. Voilà. Donc c'est là où je me situe aujourd'hui. Je trouve ça crazy, mais je comprends. Parce que à chaque fois que je me pose la question, à chaque fois que je réfléchis, je me demande, ok, pourquoi est-ce que mes parents ne m'ont pas appris la langue, etc. J'imagine que la génération avant la nôtre, bon, moi je pense qu'il y a même deux générations entre mes parents et moi. Ou trois, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je pense que du coup, ces générations-là, le gap qu'il y a entre leur génération et notre génération, il est présent tout simplement parce que la génération qui est juste avant eux, donc leurs parents à eux, sont issus un peu de la post-indépendance, de l'indépendance à la post-indépendance d'ailleurs. Et donc, je pense que ça a été très idéalisé de parler la langue du colon, etc. Et donc, dans un monde où on te fait, entre guillemets, culpabiliser de parler tes langues, où justement on te pointe du doigt parce que oh, tu ne sais pas très bien parler français, tu ne sais pas très bien parler anglais, tu ne sais pas très bien t'exprimer en espagnol, il va de soi que pour les générations futures, tu ne veux absolument pas que cette moquerie-là, ou tout simplement cette discrimination-là, soit transmise ou se répète. Et étant donné que tu ne veux pas qu'elle se répète, tu te dis quoi? La solution de facilité, c'est de ne même pas inclure les langues locales dans l'éducation de l'enfant et de tout simplement passer le grand pas et de leur apprendre la langue, que ce soit le français, l'anglais ou l'espagnol ou le portugais, peu importe, mais c'est tout simplement leur apprendre cette langue-là, afin qu'ils puissent être très fluents et également très bien s'exprimer avec un énorme vocabulaire dans ces langues-là. Et une fois qu'un enfant maîtrise le français, on va lui apprendre l'anglais. Et ça va de soi qu'après l'anglais, on va lui apprendre l'espagnol ou l'allemand, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi qui ai fait un système français, il va de soi que, évidemment, je m'exprime très bien en français, très bien en français, mais il va également de soi que la langue secondaire qu'on apprend impérativement, c'est l'anglais. Et ensuite, tu as le choix entre l'allemand, l'espagnol, et ensuite, même dans les autres catégories, tu as l'arabe, tu as le latin, etc. Voilà. Mais à aucun moment, on ne s'est dit que on pouvait inclure dans les langues secondaires même, parce que pas besoin de faire de ça tout simplement le main topic d'éducation, mais tout simplement de se dire que, ah ok, on est dans tel pays, on inclut les langues locales, donc ok, voilà, 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 voilà. Et ça, pour moi, c'est révélateur encore une fois une domination qui est présente. Et c'est pour ça qu'on parle de néocolonialisme, pardon, et non pas de colonisation ou colonialisme maintenant. Et donc, voilà, on parle quand même d'une époque où, moi je sais que pour les générations avant moi, c'est ce qui était présent, et je sais que pour partiellement une partie de ma génération également, c'est ce qui s'est avéré être factuel. C'est tout simplement le fait que, dans les écoles locales même, tu n'étais pas autorisé à parler tes langues. On devait s'exprimer en français ou on devait s'exprimer en anglais en fonction de quel système tu es en train de faire, mais à aucun moment tu n'avais le droit de parler ou de t'exprimer dans tes langues locales. Et ça, c'est crazy parce que une langue qui ne se pratique pas s'oublie. Et pour moi, le but derrière, c'est de tout simplement te faire comprendre qu'il y a une hiérarchie des langues. Aujourd'hui, de toutes les manières, géographiquement parlant et globalement parlant, ça se perçoit. Quand tu mets dans ton CV que tu es polyglotte,
On s'attend à ce que tu parles de langues comme le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, euh, le russe. On a quoi d'autre encore? Je sais pas. Voilà. Mais à aucun moment, lorsque tu dis que tu es polyglotte, pardon, on s'attend à ce que tu mettes que tu parles swahili, que tu parles moré, que tu parles bambara, que tu parles fon. À aucun moment, hein, mais vraiment à aucun moment. Et donc, ouais, voilà. On sait qu'il y a une hiérarchie. Ça se voit globalement. Mais pour moi, quand tu détermines le terme polyglotte, tu dois être en mesure de pouvoir être fier également de te dire que tu parles Kiswahili, que tu parles Luganda, que tu parles... que tu parles quoi encore? Que tu parles fon, que tu parles moré, que tu parles Jula, que tu parles Bambara. Tout ça. Que tu parles Zerma, que tu parles Hausa. Tout ça. Que tu parles Yoruba, que tu parles Igbo. Tu dois être en mesure, en fait, de tout simplement être fier de ça parce que ça reste ton héritage culturel, en fait. Et ça reste dans la définition du polyglotte. Tout en sachant qu'aujourd'hui, moi, je trouve que les langues africaines, elles ont beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de richesse. Tout simplement parce que on a des sonorités qui ne sont pas présentes, par exemple, sur le continent européen ou sur le continent américain. Le continent asiatique est également très riche en langues et en diversité. Oui. Mais pour l'Europe et l'Amérique, je n'en dirais pas autant. Vraiment, je n'en dirais pas autant. Euh, Quand on parle de sonorité, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de combinaisons de mots qui posent problème à la prononciation française. Moi qui ai étudié un peu la... C'est quoi le mot? La linguistique, voilà. J'ai fait deux cours en linguistique. Un cours en linguistique africaine et un cours en linguistique du monde. Et je vous assure qu'en termes de prononciation, il n'y a pas une personne qui puisse être en mesure de tout prononcer mieux que l'africain. Parce qu'on a des sonorités qui ne sont pas présentes autre part dans le monde. Enfin, autre part dans le monde. En ma connaissance. La combinaison, par exemple, du N et du G pour prononcer le catcher, si on se place d'un point de vue européen, on va dire Ngannou. Du boxeur, j'ai dit. Petit catcher. Ok, shame on me. Mais bon, bref, voilà. Alors que bah, quand tu te places d'un point de vue africain, tu ne prononces pas, tu ne prononces pas pardon, Nganou. Le N, c'est pas un N que tu lis comme dans l'alphabet. Tu le prononces avec bah, du coup une phonétique et du coup ça fait Nganou. Je vous assure que j'ai pris énormément de temps à comprendre où était la difficulté à prononcer ça parce que moi j'ai grandi dans ça. Donc quand j'entends les médias français prononcer Nganou, je comprends pas. Pour moi c'est lunaire. De la même manière dont ils prononcent Mbappé, c'est pas Mbappé, c'est Mbappé. C'est pas Mbappé, c'est Mbappé. Et on peut continuer comme ça. On a N'Golo, c'est pas N'Golo, c'est N'Golo Kanté. Et donc voilà, j'avais aussi une prof de français, son nom c'était Nyanko. Je trouve que c'est pas compliqué à prononcer. Là, je vais essayer de regarder, parce que j'avais un document à l'époque. Il est où? Il est où? Il est où? African Name Challenge. Ok. C'était pendant mon cours de linguistique et en gros, tu devais écrire des prénoms. Et ces prénoms-là, bah, tu devais les dire à haute voix. Tu devais enregistrer un vocal. Et du coup, c'est ça ton assignment. Donc, ça devait être des prénoms africains. Et je pense qu'il y a beaucoup de... On dirait que j'ai pas pris de prénom à sonorité problématique, on dirait. Oui. Hmm, on dirait pas, hein. Non, parce que là, je lis Nyongo, je lis Yameogo, je lis Diomandé, je lis Sidwaya, Tunsida. Genre, c'est pas des noms problématiques, hein. En tout cas, c'est pas des noms difficiles à prononcer, si je peux le dire. Voilà. Donc, bon, je suis un peu perdue là. Je suis toujours en train de chercher quand même. Mais... Ouais, non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. En plus, les langues africaines, certaines, elles ont des clics. Et ça, je me réfère majoritairement à la région sud-africaine. Donc, on a le Botswana, on a l'Afrique du Sud. Ces pays-là ont énormément de langues avec des clics. J'espère que je prononcerai bien ces clics-là, mais parce que bah, j'ai fait linguistique des langues africaines, en gros. Mais par exemple, la langue XHOSA d'écriture, bah ça se ligne ça.
Voilà, c'est un clic en fait. Et bah ça, on a également inclus ça dans nos langues en fait. Et c'est très riche. Et c'est très complexe. Parce que si moi-même, je peux pas prononcer, je ne m'attends pas à ce qu'une personne en face de moi qui n'a vraiment aucun rapport avec les langues africaines puisse être en mesure de bien le prononcer. À part avec de la pratique, bien évidemment. Parce qu'on avait dans ce cours-là de toutes les nationalités, bon, de toutes les nationalités, on avait de la diversité, on va dire ça comme ça. Parce qu'on était, je pense, une quinzaine maximum dans ce cours. N'empêche que, tu as des personnes qui n'avaient vraiment aucun rapport avec l'Afrique qui étaient en mesure de prononcer les clics parfaitement. Vraiment parfaitement. Comme quoi, quand on veut, on peut. Donc pour moi, prononcer N'Golo à la place de N'Golo, c'est pas possible. Prononcer Mbappé à la place de Mbappé et prononcer Nganou à la place de Nganou, c'est qu'il y a vraiment pas d'effort fourni. Vraiment pas du tout d'effort fourni. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. On est habitué, j'ai envie de vous dire. On est habitué. Bon, bref. Je me suis vraiment beaucoup écartée. Faut que j'apprenne à réduire ma diction, ma vitesse, en tout cas. Parce que ça, ça, ça impacte, bah, ma mauvaise prononciation de certains mots et ma difficulté à prononcer certains mots également, comme par exemple néocolonisation ou néocolonialisme. Si je le lisais ou si je le disais comme ça, à cette vitesse-là, bah, j'aurais pas de mal. Alors que quand je dis voilà, j'ai bugué. Donc on va essayer d'aller un tout petit peu plus lentement et de pouvoir mieux s'exprimer pour la suite de cet épisode. Donc ouais, voilà. Comme je disais, je ne parle aucune de mes langues maternelles ni paternelles d'ailleurs. Et je pense tout simplement que c'est dû au fait que ils ont voulu nous faciliter la tâche. Ils ont voulu nous faciliter la tâche dans un monde où on nous a fait penser que éventuellement c'est beaucoup mieux de parler français et c'est tout simplement beaucoup plus valable de parler français, de s'exprimer en français, en anglais ou en espagnol que de s'exprimer dans les langues locales, sur ton propre territoire. Et pour moi, genre, c'est crazy et lunaire parce que si tu ne parles pas ta langue, comment est-ce que tu es censé converser avec les gens de ton peuple? Et aujourd'hui, moi, c'est ma plus grande difficulté. Parce que je suis toujours emmenée à demander à papa, oh papa, comment est-ce qu'on dit ça dans ta langue? Bon, je sais pas si maman va écouter l'épisode, hein, mais c'est pas assez fréquent, maman, t'inquiète. Genre, je pose des questions de temps à autre juste par pure curiosité. Parce que les sonorités de gens ont quelque chose qui m'intrigue, en fait. C'est pour ça. Mais bon, ouais, du coup, ouais, je demande à papa, ouais, comment est-ce qu'on dit ça dans ta langue? Il parle Jean, mais je pense que la spécificité des mots que je demande nécessite que éventuellement ils doivent retourner aux sources. Et donc généralement il demande à son frère qui est diplômé en linguistique, Jean d'ailleurs, et sinon ils demandent, enfin ils ont un groupe en gros, ils ont un groupe où ils communiquent etc. Et du coup il y a tous les anciens et certaines nouvelles générations également qui parlent de la culture, de genre, etc. Et donc souvent aussi ils demandent là-bas. Et je trouve ça vraiment top. Je suis vraiment très fière de ma relation que j'ai avec mon père parce que ça me permet de pouvoir lui poser des questions et éventuellement avoir des réponses dans un court délai en fait. Parce que quand je lui pose la question, il est tout aussi intéressé par le fondement et la source d'où est-ce que la question vient, qu'est-ce qui t'a poussé à poser cette question, etc. Pourquoi est-ce que tu veux savoir l'origine de ce mot-là, ou bien pourquoi est-ce que tu veux savoir comment est-ce que ça s'écrit ou comment est-ce que ça se prononce en genre, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la signification, si tu veux bien décortiquer la chose, etc. Et franchement, je suis encore une fois très contente de ma relation avec mon père et on parle de culture énormément. On parle énormément de culture et de religion et j'apprécie beaucoup. Voilà. Maintenant, pour continuer sur la langue, bah ça a été beaucoup plus facile pour eux de tout simplement se dire que un moyen de nous intégrer dans la société et de nous faire devenir de grandes personnes, parce que ce qu'un parent veut en général, c'est que son enfant réussisse plus que lui, il n'a réussi. Voilà. Et donc, bah, c'est tout simplement de se dire, ok, pour que l'enfant réussisse, il faut qu'il n'ait pas à souffrir comme nous on a souffert. C'est-à-dire que par exemple, eux, euh, leur langue la première langue qu'ils ont eu à parler par exemple, ça doit sûrement être leur langue maternelle. Et ben quand ils réfléchissent à avoir des enfants, ils vont se dire tout simplement, ok, on va sauter ce pas-là. Ils n'auront pas à apprendre les langues maternelles parce que sinon ils vont souffrir entre guillemets plus tard pour reapprendre une autre langue parce qu'ils auront plusieurs vocabulaires. Alors que moi je pense que déjà ayant fait SVT, on sait qu'on a la plasticité, oui,
plasticité cérébrale, ce qui veut tout simplement dire que en général, on a tous les mêmes connexions nerveuses quand on est enfant, et c'est en fonction de comment est-ce que tu éduques l'enfant, en fonction de comment est-ce que l'enfant se développe, c'est-à-dire avec quoi, quel type d'activité. Si par exemple c'est du coloriage, si par exemple c'est du puzzle, si par exemple, je sais pas moi, c'est beaucoup d'écoute, bah, ça va tout simplement créer des connexions nerveuses particulières propres à l'enfant. Et en général, c'est beaucoup plus facile pour un enfant d'apprendre des choses quand il est petit, bah, c'est un enfant, c'est un bébé, quoi, plutôt que quand il commence à grandir. Parce que justement, c'est comme si son cerveau et ses connexions nerveuses sont pures et nouvelles, et c'est toi qui décides quoi va où, qu'est-ce que tu décides de connecter ensemble. Et dans cette optique-là, et lorsqu'on comprend ça, on sait tout de suite que c'est beaucoup plus facile pour un enfant d'intégrer plusieurs nouvelles langues en même temps. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je suis assez contente parce qu'on voit qu'il y a des enfants littéralement qui s'expriment couramment dans deux langues. Un bébé de 5 ans qui a un parent... Ok, bah du coup pour mon cas, on va dire un bébé de 5 ans qui a un parent Jean et un parent Zerman. Le papa va parler à l'enfant Jean, la maman va parler à l'enfant Zerman, et ils vont également tous les deux parler à l'enfant français. Et l'enfant, au bout de 10 ans, bah, l'enfant se retrouve littéralement polyglotte parce qu'il parle Jean, il parle Zerman, il parle peut-être même Hausa aussi, et il peut s'exprimer couramment en français. Et ça, c'est vraiment magnifique. Moi, c'est le projet pour mes enfants. Je parle peut-être pas mes langues, mais ça ne veut pas dire que automatiquement mon enfant ne va pas parler des langues maternelles. S'il faut qu'on saute ma génération et que l'enfant puisse apprendre de ses grands-parents à lui, donc de mes parents à moi, ça va se faire. Moi, je vous le dis, ça va se faire. Parce que aujourd'hui, dans ma quête de connaissances culturelles, de ma culture, personnellement, ne pas parler ma langue, c'est un énorme frein. C'est un énorme frein parce que je me dis, euh, comment est-ce que je suis censée converser? Là, je suis obligée de passer par mon papa et heureusement que lui, il parle. Mais si jamais mes enfants ont également une quête culturelle similaire à la mienne, ils vont devoir me sauter. Et encore heureux que mes parents, eux, puissent s'exprimer en français. Ça veut dire qu'éventuellement, l'enfant pourra également converser avec eux directement. Mais si moi, mes parents, ils ne parlaient pas de gens et que moi, j'avais besoin d'apprendre sur ma culture, j'aurais dû sauter leur génération et ça aurait été très, très, très compliqué de converser avec, bah, du coup, mes arrière-grands-parents. Mes grands-parents, si ça va, parce qu'eux aussi, ils s'expriment en français. Mais bref, en tout cas, ce qui est sûr, pour mieux se comprendre, c'est sûr que ça aurait été mieux si je pouvais aussi m'exprimer en gens. Mais bon, bref, voilà. Donc moi, mes enfants, franchement, ils seront rattachés à leur langue maternelle, si jamais j'en ai. Voilà, parce que un autre truc aussi, c'est que je parle, je dis, ouais, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mais un truc avec moi, je suis autant OK avec le fait d'avoir des enfants, de la même manière dont je suis autant OK avec le fait de ne pas avoir d'enfants. On a collabo, vraiment. Parce que j'estime qu'un foyer, une relation amoureuse, où littéralement vous êtes partenaires tous les deux, un enfant ne doit pas être le but ultime. C'est-à-dire que vous devez être, moi pour moi s'il y a l'amour, hein, vous devez être en mesure de tout simplement rester ensemble à vie sans pour autant qu'il y ait un troisième être qui vous lie. Et donc si dans les deux contextes, bah, les deux personnes ne veulent absolument pas avoir d'enfants, pour moi c'est ok, ça reste un foyer, ça reste un partenariat, entre guillemets, amoureux qui est très bien fonctionnel. Donc moi je suis ok avec le fait d'avoir des enfants, de la même manière dont je suis ok avec le fait de ne pas avoir d'enfants. Et tout ça, ça va justement juste se développer en fonction de la communication avec le partenaire en question. Et donc, bah ouais, voilà. Mais je suis ok avec les deux. Ça, mes amis le savent, les personnes que j'ai eu à fréquenter le savent, etc. Donc, voilà. Et ouais. Donc, comme je disais, ouais, si jamais je veux des enfants et si jamais j'en ai, du coup, bah, ce sera très important pour moi qu'ils puissent, en tout cas, maîtriser l'une de leurs langues maternelles et l'une de leurs langues paternelles aussi. Je sais pas du tout si le partenaire en question, il pourra s'exprimer dans ces langues, mais bon, s'il faut sauter des générations, on va également sauter des générations, j'ai envie de vous dire. En plus, ça dépend de la popularité de la langue. Parce que si on parle de Swahili, par exemple, si, je sais pas, je suis amenée à avoir un partenaire tanzanien, voilà, bah Swahili, c'est quelque chose que tu peux apprendre via les réseaux sociaux, via des plateformes, parce que ça a vraiment été popularisé en Afrique, voilà. Donc voilà. De la même manière dont si tu apprends de ça, etc., c'est très facile parce que ça a été énormément médiatisé en fait. Donc voilà.
ça rend la tâche beaucoup plus facile si l'enfant veut apprendre de lui-même, etc. C'est juste que par rapport à certains mots, il y a certains trucs dont tu auras besoin de retourner aux sources. Tu auras besoin de retourner vers des personnes qui sont natives dans ces langues-là. Mais ça va se faire. Qui veut peut, franchement, qui veut peut. Mais encore une fois, je ne connais absolument pas le partenaire en question parce que il y a bien une phrase, c'est tu sais qui viendra, tu sais approximativement qui sera à ton mariage, tu ne sais juste pas qui est-ce que tu vas épouser. Et j'applique vraiment énormément ce principe-là. Je connais mes amis aujourd'hui, à part s'il y a vraiment une grande dispute, je pense que la majorité d'entre elles et la majorité d'entre eux également seront à mon mariage. Maintenant, qui sera le partenaire? I don't know that. I don't know that. And don't ask me question. Vraiment, don't. Mais bon, bref. Du coup, ouais. C'est très important pour moi en tout cas, d'avoir certaines connaissances maintenant par rapport à ma langue. Je ne me dis pas que c'est trop tard, mais c'est juste que par rapport à comment j'ai été conditionnée aujourd'hui, je n'accorde pas énormément d'importance. En tout cas, j'essaye de déconstruire ça parce que pour moi, je préfère être fluente en portugais, par exemple, ou en espagnol, plutôt que de reapprendre encore une langue qui m'est totalement inconnue, où je vais devoir littéralement partir à base zéro. Tout simplement, pour moi, ça me paraît tellement difficile. Et je me dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais quand je réfléchis, par exemple, aux générations futures, parce que ce qui rend une langue éteinte, bah, c'est tout simplement le fait que ce n'est plus passé de génération en génération. Et est-ce que j'ai envie qu'aujourd'hui, ma langue et du coup mes cultures s'éteignent parce que, il y a eu un manque de passation de génération en génération? Ou est-ce que j'ai envie de pouvoir continuer à transmettre ma langue, ma culture, etc. et que éventuellement, pour toute recherche, je puisse également servir de sujet? Et quand je réfléchis dans la grande image, bah tout simplement ça me motive un tout petit peu plus à apprendre la langue. Mais est-ce que je le fais vraiment? Non, pas vraiment. Voilà, si je veux être honnête avec vous, non, je le fais pas vraiment. Je parle, mais peut-être que à la fin de cet épisode-là, bah, ça va tout simplement me pousser à le faire. Je sais pas du tout. Aucune idea. No idea. No single idea. Mais bon, bref. Écoutez, c'est comme ça. Je sais que je vais finir par apprendre et je sais que bah rien n'arrive par hasard et que là je suis en train d'avoir cette conversation avec vous. Je sais que ça va être un pas également pour moi de tout simplement me lancer dans cette directive-là et de me dire que éventuellement bah ouais, éventuellement j'ai beaucoup de choses à faire. Je pense en tout cas avant que je ne quitte la terre, j'ai vraiment énormément de choses, énormément de projets et je me dis que tout simplement m'asseoir et y réfléchir et poser de vrais actes, ce sera bénéfique pour une grande partie. J'ai énormément de projets et là aujourd'hui quand je parle, je fais allusion à mes projets écrits. Par exemple, j'ai envie de poster énormément d'essais, j'ai envie d'avoir un blog, bah en soit j'ai aussi une chaîne YouTube et j'ai envie de rendre le podcast aussi également vidéo. La raison pour laquelle il est enregistré avec la DJI Osmo Pocket aujourd'hui, en même temps que mon micro sur l'iPad, etc. quoi. Donc voilà, je suis en train de faire les deux parce que j'ai envie de voir le rendu, j'ai envie d'avoir une portée beaucoup plus grande que ce que j'ai aujourd'hui. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. J'adore la créativité. Vous ne me verrez jamais rabaisser quelqu'un qui a énormément de créativité et qui cherche tout simplement à s'exprimer. Ce sera pas possible. Voilà. Moi, je suis très ancrée, très, voilà. Très ancrée. Et d'ailleurs, je suis assise par terre. Je suis assise par terre, mais j'ai juste mis mon tapis de yoga. Et j'ai ma couverture également sur moi. Et si vous m'écoutez en podcast audio, bah voilà, c'est un peu ça le truc. Si vous m'écoutez si vous m'écoutez en podcast vidéo, vous le voyez déjà que je suis assise par terre depuis le début de l'épisode. Et sachez que avant, ça c'est la petite histoire du coup, c'est que avant, genre vraiment, je suis une personne, j'aime beaucoup le sol. J'aime beaucoup m'asseoir par terre. Mes amis m'ont fait énormément la remarque. Ils sont là en mode, tout le monde est assis sur des chaises, vous allez me voir assise par terre ou accroupie par terre. Accroupie. Accroupie par terre, voilà. Et du coup, je comprenais pas. Moi-même, je comprenais pas, mais j'aime beaucoup m'asseoir par terre parce que je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise par terre que sur un lit ou sur une chaise. Et du coup, un jour, j'ai juste demandé à papa, les gens, ils viennent d'où? Genre, c'est quoi leur fonction? Est-ce que ce sont des chasseurs? C'est des quoi, en fait? Et apparemment, si je ne me trompe pas, en tout cas, de cette conversation-là, ce sont des cultivateurs. Des agriculteurs, pardon. Et donc, bah, ils travaillent avec la terre. Donc, mon lien avec la terre est très puissant, ok?
Ça, c'est le petit moment dérive. Mon lien avec la terre est tellement puissant que je préfère m'asseoir par terre que m'asseoir sur le lit. Ok, guys? Voilà. D'ailleurs, je sais même pas si ça se voit dans le reflet. Je regarde ici. Ouais, je pense que ça se voit. Du coup, pour ceux qui me regardent sur le podcast vidéo, ce n'est pas une croix chrétienne. Petit disclaimer, ce n'est pas une croix chrétienne, c'est une croix ankh. Et c'est originaire d'Égypte. Et bah, pour le petit moment culture, ok, je vous explique. Ça représente the womb of the woman. Ça... J'ai dit ça parce que je connais pas le terme en français. Attendez, 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Ah, je réfléchis, je réfléchis. Oh, 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 oh. Ok. Je réfléchis, mais en fait, c'est parce que j'étais en train de regarder le reflet et en même temps, je me suis perdue. Et du coup, je me suis dit, oh, je suis belle. C'est exactement pour ça qu'il y a eu un blanc. Mais bon, bref. Euh, Alors, l'utérus. L'utérus. Comment ça, je connais pas le terme en français? Bref, du coup, ça représente l'utérus. Bah, féminin, du coup. Ici. Ouais. Ça représente la vie et la mort. Ça représente également la balance, entre autres. La vie continue. Ça représente l'appareil masculin. Ouh, ça y est là. Du coup, ça représente l'appareil masculin. Et du tout simplement, l'ensemble, ça représente juste la vie éternelle. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est juste tout simplement bah, culturel et traditionnel, si je puis dire comme ça. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec une croix chrétienne. Et ce n'est absolument pas satanique. Guys, petit disclaimer, ce n'est absolument pas satanique. Ce n'est pas parce que ça vient d'Afrique que éventuellement c'est satanique. Et ouais, voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui parce que j'ai pas envie que l'épisode soit trop long. J'ai pas envie que l'épisode soit trop long. L'épisode fait déjà 37 minutes. Voilà. Voilà, au moins c'est clair. Et je ne pense pas qu'il y aura de montage particulier. Parce que sinon, voilà. Après, je sais pas du tout comment est-ce que la vidéo va pouvoir être exportée directement sur l'iPad. Parce que j'ai pas fait de vidéo en coupure en fait. Du coup, j'en ai aucune idée. J'ai coupé la vidéo sans faire exprès. Et du coup, bah, tout ce qui est passé après, bah, vous l'avez pas en fait. Mais c'est pas grave, je répète. Et j'ai pas dit grand-chose. Je disais tout simplement que bah, j'ai fini le podcast et j'ai plus rien à dire en fait. Je voulais pas que l'épisode soit trop long, mais il fait déjà 37 minutes, ok? Je sais pas comment est-ce que je vais éditer. Je sais même pas si je vais éditer. Je ne pense pas que je vais éditer, honnêtement. Parce que sinon, vous allez perdre certaines parties et ça va perdre en fluidité également. Donc, je pense que ça va juste rester comme ça. Entre autres, je disais tout simplement également que bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Vision spécial Black History Month. Et en réalité, je vais pas vous mentir, je pense que ça change pas du tout de d'habitude, hein. Je pense que ça change absolument pas de d'habitude. Ce que je fais d'habitude, ça a toujours un rapport avec la culture noire. Donc je sais pas pourquoi est-ce que je dis spécial Black History Month, alors que généralement tout ce que j'évoque, tout ce dont je parle, ça a un rapport avec la culture noire. Donc voilà. Mais bon bref, c'est pas grave. Je sais pas. Ça m'apporte un certain point de repère, j'imagine. Et du coup, ça me permet de graviter autour et de me dire que, ok, c'est cyclique et que là, pour l'instant, tout ce que je suis en train de faire, c'est en rapport avec le Black History Month. Mais bon, bref. Du coup, ouais, voilà. Ça a été un plaisir, un réel plaisir en tout cas d'enregistrer cet épisode vidéo. C'était la première fois et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et voilà. Tout ce que je retiens également dans l'enregistrement des épisodes vidéo comme ça, c'est que je regarde énormément mon reflet. Là, j'essaie vraiment je sais même pas si je regarde l'objectif ou pas, mais je regarde la caméra énormément parce que j'aime beaucoup me voir en fait. J'aime beaucoup me voir et du coup, bah, c'est assez perturbant. Je me vois sur la caméra, mais je me vois également sur mon téléphone parce que j'ai mis le reflet ici pour être sûr que, bah, ça, ça coopère. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, bref. Du coup, au revoir et on se retrouve dans un nouvel épisode de New Vision la semaine prochaine. Ciao!